Au cours de l'hiver glacial de 1887, alors que les vents hurlants du nord balayaient les pentes du massif des Écrins pour s'abattre sur les vallées, la plupart des foyers de la région du Champsaur se retrouvèrent face à un choix déchirant. Rester sur place signifiait voir sa propre progéniture mourir lentement de faim. Partir impliquait d'abandonner tout ce qu'ils avaient bâti à la sueur de leur front. Cependant, une femme en particulier, une veuve de 32 ans nommée Mathilde Cartier, n'eut jamais à affronter un tel dilemme. Tandis que les habitants des environs imploraient une intervention divine, elle restait paisiblement assise près de son âtre, observant des lanières de chevreuil sécher doucement dans le courant d'air tiède de sa chaumière, s'assurant que ses trois petits avaient le ventre plein grâce aux provisions qu'elle avait amassées plusieurs mois auparavant. Ces mêmes hommes, qui s'étaient autrefois moqués des fossés qu'elle creusait dans la terre, la traitant de folle pour s'enterrer ainsi comme une bête sauvage, frappèrent désormais à sa porte, le chapeau à la main, la suppliant de leur enseigner ces techniques. Néanmoins, pour véritablement comprendre comment une femme sans le sou, sans mari et complètement méprisée a réussi là où les plus riches propriétaires terriens de la région ont échoué, il nous faut remonter le temps d'1 an et demi. Il est nécessaire de revenir au jour précis où Mathilde est arrivée dans la vallée, transportant absolument tous ses biens terrestres à l'intérieur d'une charrette chancelante tirée par 2 mules épuisées. C'était au printemps de l'année 1886 que Mathilde Cartier traversa les eaux du Drac aux côtés de ses 3 enfants. Son fils aîné, Hugo, avait à peine 9 ans. La petite dernière, Léonie, était encore un nourrisson au sein. Raphaël, son époux, avait perdu la vie 6 mois plus tôt après que sa monture l'eût projeté la tête la première contre un rocher sur le chemin rocailleux menant à Gap. Elle n'avait absolument pas le luxe de s'éterniser dans le deuil. Il y avait des bouches affamées à nourrir, et l'ombre d'un hiver menaçant dont le compte à rebours avançait inexorablement sans qu'aucun être humain ne puisse l'arrêter. Le lopin de terre qu'elle parvint à acquérir avec ses tout derniers francs se trouvait aux confins absolus de la vallée, un endroit où le sol se montrait impitoyable et où l'eau était une ressource rare. 12 hectares d'un vide absolu. Chaque fois que les habitants de la région passèrent à bord de leur carriole, ils la fixaient avec un mélange de pitié et de totale incompréhension. Une femme isolée, flanquée de 3 bambins, ne tiendrait pas une seule saison dans ces conditions, murmuraient-ils entre eux. Cette contrée avait déjà vu d'innombrables veuves plier bagages et redescendre vers les plaines du sud, entièrement brisées par la rudesse du paysage alpin. Pourtant, ce que ces braves gens ignoraient, c'est que Mathilde Cartier n'était pas faite du même bois que les autres dames des environs. Elle avait grandi dans le village perché de Saint-Véran, un lieu où son grand-père paternel, un homme du nom de Théodore Cartier, s'était imprégné du savoir ancestral des anciens bergers alpins que les citadins refusaient obstinément de comprendre. Il s'agissait de profonds secrets expliquant comment la terre même sous vos pieds pouvait devenir votre meilleur allié, à condition d'apprendre simplement à l'écouter. Un soir en particulier, à peine quelques semaines après son installation, Mathilde se retrouva assise devant sa modeste bicoque de pierre et de torchis, contemplant la voûte étoilée pendant que ses petits dormaient à pointe fermée. L'angoisse pesait lourdement sur sa poitrine, tel un rocher oppressant. Il ne lui restait en tout et pour tout que 50 francs en poche. 50 misérables francs pour survivre à l'intégralité de la saison des glaces. Monsieur Guillaume de Garet, le propriétaire terrien le plus prospère de tout le canton, était passé un peu plus tôt dans l'après-midi, conduisant un chariot croulant sous le poids des vivres. Il transportait des sacs de farine moulue, de grands tonneaux bourrés de bœuf salé et des bocaux en verre remplis de saindoux. Il lui avait adressé un vague signe de la main, mais il n'avait certainement pas pris la peine de s'arrêter. Après tout, pour quelle obscure raison l'aurait-il fait ? À ses yeux, elle n'était absolument personne. À cet instant précis, en plongeant son regard dans les braises mourantes de son minuscule feu de camp, Mathilde se souvint soudain d'un détail. Un souvenir marquant de sa petite enfance refit brusquement surface. Elle devait avoir environ 7 ans à l'époque. Son aïeul Théodore l'avait conduite aux abords de Saint-Véran, exactement sur les terres exploitées par les vieux pâtres de la montagne. Là-bas, il avait attiré son attention sur une scène pour le moins curieuse. Elle avait aperçu de longues tranchées creusées à même le sol, d'une profondeur avoisinant 1 mètre et s'étendant sur près de 3 mètres de long. Un tout petit feu rougeoyait à l'une des extrémités, pendant qu'une épaisse fumée s'échappait de l'autre côté. Suspendues, juste au-dessus de ce courant de fumée, se trouvaient des lanières de viande de cerf qui se balançaient doucement au moindre souffle de vent. Son grand-père lui avait alors expliqué que les anciens n'avaient jamais eu besoin d'imposants fumoirs en charpente. La terre elle-même faisait office de chambre de salaison. La chaleur grimpait lentement le long du tunnel enfoui, ce qui permettait à la fumée de se refroidir et de s'épaissir, générant ainsi le milieu idéal pour assécher la viande sans pour autant la cuire. Le plus beau dans tout cela, c'est que cette méthode ne consommait presque aucun bois de chauffage. Ce soir-là,
Mathilde prit une décision ferme. Dès les premières lueurs de l'aube, elle allait se mettre à creuser. Au moment où le soleil pointa au-dessus de l'horizon, elle s'activait déjà sans relâche. Elle avait choisi un emplacement situé sur le flanc d'une colline modeste, garantissant un écoulement naturel pour éviter que le terrain ne soit inondé. Armée d'une pelle cabossée qu'elle avait traînée depuis Saint-Véran, elle commença à fendre la terre. La rocaille alpine est incroyablement intraitable. Elle paraît aussi dure que de l'acier massif par endroits et se retrouve étouffée par de gros rochers à d'autres. Ses paumes, bien que déjà endurcies par les corvées quotidiennes, se mirent à saigner bien avant que sonne l'heure de midi. Son fils aîné, Hugo, la regardait avec de grands yeux écarquillés sans ciller. « Maman, qu'est-ce que tu fabriques exactement ?» l'interrogea-t-il. S'interrompant une fraction de seconde, Mathilde essuya la sueur de son front et lui adressa un tendre sourire. « Je construis un four magique, mon garçon. Un fourneau qui fonctionne sans nous obliger à dépenser ce que nous ne possédons tout bonnement pas. » Cependant, la vallée était loin d'être déserte, et les rumeurs se propagent à la vitesse de l'éclair dans les communautés soudées. Dès le 3e matin, des curieux venaient déjà pointer le bout de leur nez. Le premier à se présenter fut Benoît Lemaire, un commerçant originaire du Nord qui s'était installé dans la région 15 ans plus tôt et gérait l'épicerie du village. C'était un gaillard imposant, arborant une barbe rousse flamboyante et des mains de la taille de jambon affiné. Descendant de son destrier, il s'approcha de l'endroit où Mathilde pelletait la terre. Il examina la tranchée longue et étroite, qui mesurait à peine 45 cm de large, mais atteignait déjà un bon mètre de profondeur. Une expression de sidération absolue envahit son visage. « Madame Cartier, pardonnez mon intrusion, mais que diable manigancez-vous ici? On dirait bien que vous creusez une tombe. » Mathilde ne cessa son labeur à aucun instant. « Je suis en train de forer un fumoir, monsieur le maire. » L'épicier cligna des yeux, pris de court. « Un fumoir. Madame, un fumoir est une bâtisse en bois équipée de crochets en fer et d'un foyer rigoureusement contrôlé. Ce que vous avez là, avec tout le respect que je vous dois, n'est rien d'autre qu'un vulgaire trou dans le sol. » Mathilde planta fermement la bêche dans la glèbe et se redressa de toute sa hauteur. Elle ancra son regard directement dans les yeux de l'homme. « Dites-moi, monsieur le maire, à combien s'élève la facture dans votre commerce pour bâtir un fumoir en bois ?» Le colosse se gratta le menton broussailleux. « Eh bien, en comptant les planches, les clous forgés, une porte sur gonds, sans oublier la main-d'œuvre si vous n'êtes pas habile en menuiserie, j'estimerai l'affaire à environ 300 francs. Disons 350 si vous souhaitez que la cabane résiste à l'épreuve du temps. » Mathilde opina légèrement du chef. « Il se trouve que je possède exactement 50 francs pour faire traverser la saison froide à ma famille. Cette fosse, comme il vous plaît de l'appeler, ne me coûtera pas le moindre centime et accomplira la même besogne avec précision. Probablement même en mieux. » Le maire la dévisagea avec un mélange d'admiration silencieuse et de profonde compassion. « Madame, j'ai vu un bon nombre de colons tenter des projets saugrenus dans ce coin de pays. L'immense majorité d'entre eux repose aujourd'hui sous terre ou a décampé depuis belle lurette. Je vous en prie, faites preuve de bon sens. » Son ton était dénué de toute méchanceté, mais il charriait le lourd fardeau d'un homme qui avait été témoin de bien trop de souffrances. Sa deuxième visite s'avéra encore plus fâcheuse. Le père Clément, le curé de la paroisse du Champsaur, pointa le bout de son nez le 4e jour. C'était un ecclésiastique remarquablement blafard et chétif, doté de yeux gris ardoise qui semblèrent juger avec sévérité la moindre chose sur laquelle il se posait. L'accompagnaient 2 paroissiennes, les sœurs Lucile et Béatrice de Courcelles, dont le père, un riche banquier lyonnais, avait fait l'acquisition de plusieurs terres dans les environs. Le prêtre inspecta la cavité, qui atteignait désormais près de 2 mètres de profondeur sur 5 mètres de long, ondulant très légèrement à la manière d'un serpent paresseux. Mathilde venait tout juste d'entamer le percement d'un conduit secondaire perpendiculaire destiné à créer un appel d'air. « Madame Cartier, » murmura l'homme d'église d'une voix douce mais implacable, « je me trouve profondément tourmenté par l'état de votre âme. Les dames du village m'ont rapporté que vous passez vos journées entières ici, à remuer la poussière comme si vous étiez possédé par une force démoniaque. Vos gamins courent à la campagne sans souliers pendant que vous vous livrez à des actes qu'aucun homme doué de raison ne tenterait jamais, pardonnez ma franchise. » Une bouffée de chaleur envahit la nuque de Mathilde. Ce n'était pas de la rage aveugle, mais plutôt une pure humiliation. C'était l'indignité d'être jugé par des individus qui n'avaient jamais connu la véritable famine de leur vie. « Mon père imbécile, avec tout le respect que je vous dois, mes enfants ont droit à un repas tous les jours que Dieu fait. Ils se portent à merveille, et le labeur que j'entreprends ici est bien loin d'être de la démence. C'est de la survie à l'état brut. » L'aînée des 2 sœurs, Béatrice de Courcelles, s'avança en tenant un panier en osier. « Nous avons apporté une miche de pain et un beau morceau de fromage. Nous nous sommes dit que vous auriez peut-être besoin d'un peu d'aide. » Son ton dégoulinait de condescendance comme si elle s'adressait à un chien errant estropié. Mathilde accepta les denrées, tout bonnement parce qu'elle n'était pas idiote. La fierté personnelle ne remplit pas l'estomac d'un enfant.
Je vous en suis reconnaissante, mademoiselle de Courcelles. Toutefois, je ne suis pas à la recherche de charité. J'ai simplement besoin que l'on me laisse vaquer à mes occupations en paix. Le père Clément poussa un profond soupir. Nous vous garderons dans nos prières, mon enfant. Et j'espère vivement qu'une fois le gel installé, lorsque cette petite entreprise, qui est la vôtre, échouera, vous trouverez l'humilité nécessaire pour implorer du secours. Ils repartirent, laissant dans leur sillage un nuage de poussière et un jugement implacable. Mathilde retourna aussitôt à ses excavations. Ses mains tremblaient, non pas de terreur, mais d'une rage amèrement contenue. Mais la colère peut s'avérer être un outil incroyablement utile. La fureur procure la force de soulever une pelle. Le troisième individu à faire son apparition s'avéra être le pire de tous, et de loin. Guillaume de Garet, le riche éleveur, déboula environ une semaine plus tard, perché sur un majestueux étalon noir, arborant une selle valant bien plus que l'ensemble des biens terrestres de Mathilde réunis. C'était une figure imposante, frisant la cinquantaine, paradant avec une moustache cirée et l'aura caractéristique d'un homme totalement habitué à l'obéissance aveugle. Il demeura fermement en selle, la jaugeant du regard de haut en bas. Le bourgeois ne prit même pas la peine de mettre pied à terre. « Madame Cartier, de bien étranges rumeurs concernant vos activités sont parvenues à mes oreilles. Les gens prétendent que vous êtes ici à gratter des trous dans la boue comme une sauvageonne. Le bruit court que vous croyez dur comme fer pouvoir fumer de la viande sans une véritable cabane de salaison. » Mathilde retint sa langue pendant un court instant. Elle était occupée à tapisser le fond de sa rigole avec des pierres de rivière plate afin de bâtir de solides fondations. Finalement, elle s'adressa à lui sans même lever les yeux. « Monsieur de Garet, je ne me contente pas de le croire, j'en ai la certitude absolue. C'est mon aïeul qui m'a transmis ce savoir. » De Garet lâcha un rire sec, dépourvu de la moindre gaieté. « Votre aïeul. Ma brave dame, votre aïeul logeait sans doute dans une masure entorchie en survivant avec des faillots et il a très probablement rendu l'âme sans le sou. Pendant ce temps, je suis propriétaire de 3 hangars de fumage en chêne massif, dotés d'une toiture en tôle et de lourdes portes parfaitement hermétiques. Je suis capable de traiter près de 50 kilos de bœuf en l'espace de 7 jours à peine. Ce que vous avez là n'est qu'un cloaque boueux voué à s'inonder à la seconde où nous essuierons une bonne averse. » Pour finir, Mathilde croisa son regard. Ses yeux conservaient une parfaite sérénité. « Monsieur de Garet, à combien s'élève le prix total de vos 3 fameux hangars ?» L'interrogation prit manifestement le riche propriétaire au dépourvu. « Cela ne vous regarde en rien, bien évidemment que non, mais je mettrai ma main à couper que cela vous a coûté largement plus de 1000 francs, sans parler de la quantité astronomique de stères de bois que vous engloutissez pour les faire tourner. J'ai dépensé exactement 50 centimes pour cette pelle d'occasion. Et tout le bois d'œuvre que je consommerai durant tout cet hiver ne remplirait même pas votre charrette. » De Garet la foudroya du regard avec une lueur fugace de ce qui aurait pu être un respect sincère, bien qu'elle se soit dissipée rapidement. « Nous verrons bien comment les choses tourneront lorsque le gel sera là, ma petite dame. Nous verrons si votre fierté obstinée suffira à vous réchauffer la couenne. » Il éperonna sa monture pour la lancer au galop, la délaissant au milieu d'un tourbillon de poussière soulevée. Plus tard dans la soirée, Mathilde versa des larmes pour la toute première fois depuis le trépas de son mari. Ce n'était pas par chagrin, mais plutôt sous le poids d'un épuisement physique total. Les paumes de ses mains n'étaient qu'un amas douloureux d'ampoules éclatées. Le bas de son dos formait un nœud de douleur implacable. Mais lorsque le petit Hugo lui demanda si elle avait l'intention de cesser de creuser, elle secoua simplement la tête. « Non, mon tendre garçon, quand absolument tout le monde soutient que tu es incapable de faire quelque chose, cela veut tout simplement dire que tu détiens une qualité dont ils sont totalement dépourvus. Et cette prise de conscience les terrifie au plus profond d'eux-mêmes. S'il vous arrive de penser que la sagesse ancienne a beaucoup plus de valeur que l'arrogance moderne, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Nous nous consacrons à la sauvegarde de ces récits précis que l'histoire s'est efforcée de gommer. Le labeur éreintant se poursuivit sans relâche. Jour après jour, Mathilde pelleta la terre, tandis que chaque nuit, ses petits s'endormaient au son régulier de la bêche frappant la glèbe. Vers la fin du mois de juin, sa fosse principale atteignait environ 7 mètres de long, plus d'1 mètre de large et à peu près 1,20 m de profondeur. Elle l'avait façonnée avec une très légère inclinaison ascendante, un angle d'environ 5 degrés, afin de s'assurer que la fumée monte d'elle-même. Au point le plus bas de l'installation, elle avait maçonné un foyer exigu en rocaille où les braises pourraient couver. À l'extrémité opposée, à quelques 7 mètres de là, elle avait érigé une cheminée en briques de boue qui dépassait à peine de 30 cm au-dessus du sol. Vint ensuite l'étape véritablement délicate de l'entreprise. Mathilde se devait de calfeutrer hermétiquement la galerie enfouie. Elle se remémora mentalement les conseils précis de son aïeul. « La magie ne réside pas dans les flammes, ma petite Mathilde. La véritable astuce consiste à maîtriser les courants d'air. Si le tirage s'engouffre trop rapidement, le brasier ne fera que carboniser la chair. S'il rampe trop paresseusement,
tes charbons s'étoufferont d'eux-mêmes. Il te faut trouver cet équilibre parfait et si fragile. Elle rassembla des branches de saule, les jeunes pousses les plus souples qu'elle put récolter le long des berges du Drac et les tressa directement au-dessus de la tranchée pour former un toit voûté. Sur ce treillis de bois, elle empila des couches d'herbes sèches des alpages, suivies d'un épais revêtement de boue humide mélangé à de la paille. Ses doigts, qui ressemblèrent désormais à ceux d'un vieux manouvrier, pétrissaient l'argile détrempée, la tassant vigoureusement dans le moindre interstice. La besogne adopta un rythme profondément apaisant et méditatif. L'éclatant soleil de juillet s'avérait absolument accablant, pourtant elle remarquait à peine la fournaise. Son esprit vagabondait à des lieues de là, transporté dans une toute autre époque, alors qu'elle épaulait son grand-père sous les pins majestueux de Saint-Véran. Hugo apportait sa contribution en charriant de lourds seaux d'eau directement depuis le ruisseau voisin. Le gamin n'avait que 9 ans, mais il trimait avec la résistance d'un ouvrier agricole de 20 ans. Il ne formula jamais la moindre plainte. Pas une seule fois, il ne prit la peine de demander quand ils en auraient enfin terminé. Mathilde sentait que son garçon saisissait l'enjeu colossal de leur situation d'une manière que les riches propriétaires de la vallée ne pourraient jamais comprendre. Aux alentours de la mi-juillet, le fumoir de terre fut entièrement achevé. Vu de la surface, l'installation était pratiquement camouflée. Tout ce que l'on pouvait distinguer était un long monticule de terre, ressemblant à une tombe surdimensionnée, dotée d'un minuscule seuil en pierre à la base et d'une souche de cheminée trapue au sommet. Mathilde bricola une trappe en bois rudimentaire pour l'ouverture en utilisant quelques planches usées par le temps qu'elle avait récupérées dans une ferme abandonnée à environ 3 km en amont du chemin. Le tout premier jour du mois d'août, elle procéda à son essai initial. Elle disposa quelques morceaux de bois de hêtre d'une sécheresse absolue dans le foyer, pas plus de 2 ou 3 modestes bûches. Faisant jaillir une étincelle sur l'amadou, elle s'adossa et patienta. Pendant un bref instant, il ne se produisit absolument rien. Puis, à une allure paresseuse, un peu comme une bête assoupie qui reprend son souffle, un panache commença à s'échapper du conduit situé à l'autre bout. C'était une vapeur diaphane, presque blanche, qui transportait le parfum doux et odorant du bois des forêts d'altitude. Mathilde avança la paume de sa main juste au-dessus de la bouche d'évacuation. Le courant d'air lui parut tiède au toucher et non pas brûlant. La perfection absolue. Hugo poussa un grand cri de joie pure. « Ça fonctionne, maman? Ça marche vraiment ?» Plus tard, au cours de cette même soirée, Mathilde abattit son tout premier cervidé. Elle n'avait jamais été une grande chasseresse, mais le désespoir pur est un excellent professeur. Ayant observé les trappeurs du coin pister le gibier, elle en avait assimilé les rudiments simplement en regardant attentivement. Elle s'en remettait au fusil cabossé de Raphaël, un vieux modèle chasse-peau qui avait certainement connu des jours meilleurs. Sa prise était un jeune mâle pesant dans les 60 kilos. Traînant la carcasse jusqu'à sa propriété, elle dépouilla méthodiquement la bête et tailla la chair en fines lanières, exactement comme son grand-père le lui avait montré il y a bien longtemps. Elle suspendit les morceaux crus à des crochets métalliques espacés régulièrement sur toute la longueur du tunnel enfoui. Ensuite, elle alluma les branches de hêtre et s'installa pour patienter. Des volutes de fumée ne tardèrent pas à envahir le passage, étouffant complètement la venaison dans une épaisse étreinte cendrée. Elle parvenait aisément à déceler l'odeur de la transformation chimique en train de s'opérer. Cet arôme si particulier du hêtre fusionnait à la perfection avec la saveur métallique de la chair crue, forgeant un profil gustatif entièrement inédit. Quelque chose conçu pour résister à l'épreuve du temps. À intervalles de 6 heures, Mathilde jetait une minuscule poignée de menu bois frais. Rien d'excessif, juste assez pour garantir que la vapeur continue de s'élever. Elle comprit qu'en y jetant des brindilles vertes de bouleau, elle générerait une abondance de fumée sans pour autant faire grimper la température. Elle réalisa également qu'en obstruant partiellement le tuyau d'évacuation avec une pierre plate, la brume était contrainte de stagner plus longtemps, ce qui lui permettait de pénétrer beaucoup plus profondément dans les fibres. Exactement 2 journées entières, plus tard, elle retira son tout premier morceau d'essai. La lanière était incroyablement sombre, frôlant le noir d'ébène et paraissait tout aussi rigide que le cuir tanné d'une selle. Pourtant, à la seconde même où elle croqua dedans, une explosion de saveur envahit son palais. C'était puissamment corsé, profondément boisé et merveilleusement riche. Et par-dessus tout, la moindre trace d'humidité avait été extraite avec succès. Cette viande séchée se conserverait pendant des mois entiers, survivant potentiellement à toute la période de gel si elle l'arrangeait de manière adéquate. Hugo grignota un morceau, les yeux grands ouverts sous le coup de la surprise. « Maman, ça a 100 fois meilleur goût que les produits séchés qu'ils vendent chez Monsieur le maire. » Mathilde rayonna de fierté. « Et cela ne nous a guère coûté plus qu'une poignée de brindilles, mon doux enfant. » Pendant que ces gens aisés brûlent de beaux billets de banque pour maintenir la chaleur de leur fumoir, nous nous contentons d'emprunter la fraîcheur naturelle de la terre.
Tout au long des mois d'août et de septembre, Mathilde transforma absolument le moindre morceau de viande qu'elle parvenait à chasser ou à acheter pour quelques centimes. Cela comprenait des cervidés, des lapins de Garenne et même un sanglier sauvage que Hugo avait découvert mort le long de la berge du Drac. Pas un seul bout de gras ne fut gaspillé. Elle se conforma strictement aux techniques de son grand-père, ces mêmes méthodes que les vieux peuples des alpages avaient perfectionnées au fil des siècles. Et ce système fonctionnait à la perfection. Cependant, les gens du voisinage la gardaient à l'œil de très près. Et la communauté jasait sans discontinuer. À l'épicerie de Monsieur le maire, les hommes du coin se rassemblaient chaque samedi uniquement pour s'échanger des rumeurs. Guillaume de Garet répondait présent, comme à son habitude, faisant le plein de marchandises en gros pour son immense domaine. « Cette femme des hauteurs est toujours là-bas à jouer dans la gadoue », fit remarquer un individu. On dirait bien qu'elle essaie de fumer de la viande. De Garet se moqua bruyamment. « De la viande à la boue ? Oui, c'est plutôt ça. Je parie que son truc grouille d'asticots et est recouvert d'une crasse innommable. Je ne laisserai jamais ces ordures franchir mes lèvres, même si l'on m'offrait une poignée de francs. » Pourtant, tout le monde ne partageait pas cet état d'esprit venimeux. Monsieur le maire, un homme qui avait survécu à son lot d'épreuves rudes dans ces contrées isolées, garda la bouche fermement close. Il était d'ailleurs passé à cheval près de la propriété de Mathilde environ une semaine auparavant, aux premières heures de l'aube, bien avant qu'elle ne réalise qu'elle avait de la compagnie. Il avait été personnellement témoin du courant d'air brumeux qui s'échappait de sa cheminée trapue et avait humé la riche odeur du bois de hêtre en combustion. Plus important encore, il avait entrevu ses lanières de viande suspendues à l'instant même où elle entr'ouvrait la trappe en bois pour inspecter sa fournée. Elles avaient un l'air incroyablement appétissantes, d'une qualité bien trop exceptionnelle pour n'être que le produit d'une vulgaire fosse de terre. L'automne finit par s'installer, peignant le paysage de teintes dorées éclatantes. Les feuilles des trembles, frissonnant dans les hautes terres, virèrent à une nuance rappelant l'or terni. L'air du soir prit progressivement une fraîcheur vive et mordante. Les éleveurs de toute la vallée entamèrent leurs abattages saisonniers afin de faire des provisions pour le grand gel. Monsieur de Garet abattit 5 têtes de bétail et passa pas moins de 7 jours entiers à maintenir une chaleur étouffante dans ses immenses hangars de fumage. Son entreprise dévora 3 charretées complètes de bois de corde. À la boutique du village, Benoît le maire écoula une quantité record de clous forgés, de bois d'œuvre et d'outils de réparation à des gens qui retapessaient les fumoirs ayant pourri durant les mois d'été. Pendant ce temps, Mathilde continuait paisiblement à exploiter son conduit souterrain. Elle était tombée sur un secret que son grand-père n'avait jamais pris la peine d'évoquer, une astuce qu'elle avait découverte tout à fait par elle-même. En menant des expériences avec diverses variétés de bois, elle pouvait en réalité modifier le profil gustatif de sa viande séchée. Les bûches de hêtre conféraient une saveur lourde et agréablement sucrée. Les branches de bouleau offraient un goût beaucoup plus doux, presque subtil. Quant au bois de genévrier, très abondant sur les contreforts des montagnes, il apportait une pointe vive et résineuse qui se mariait à merveille avec le porc. Un événement pour le moins surprenant se produisit en fin d'après-midi, vers la fin du mois d'octobre. Lucile de Courcelles, l'une des 2 sœurs qui avait accompagné le père Clément plus tôt, s'avança en marchant le long du chemin de terre. Elle se déplaçait entièrement seule, ce qui était tout à fait inhabituel. Les demoiselles, issues de milieux aisés, ne vagabondaient tout simplement pas sur les sentiers sans escorte. Elle s'arrêta à quelques mètres seulement de l'endroit où Mathilde vaquait à ses occupations. « Madame Cartier ?» l'interpella la jeune femme avec un tremblement perceptible dans la voix. « Je vous prie de me pardonner de passer ainsi à l'improviste. » Mathilde essuya ses paumes couvertes de poussière sur son tablier. « Cela ne me dérange aucunement, mademoiselle de Courcelles. En quoi pourrais-je vous être utile ?» La jeune femme, qui ne devait pas avoir plus de 22 ans, sentit le feu monter à ses joues. C'est terriblement embarrassant, pour être tout à fait franche. Mais ma sœur et moi tentons de fumer du bœuf dans la cabane de salaison que notre père a fait ériger. C'est un bâtiment véritablement magnifique, entièrement construit en bois de cèdre et équipé de solides charnières en laiton. Et pourtant la viande est épouvantable à chaque fois. Elle finit soit carbonisée jusqu'à en être croustillante, soit désagréablement flasque. Et nous avons brûlé une telle quantité de bois de chauffage que mon père en est absolument furieux. Mathilde se contenta de patienter. Elle avait compris depuis bien longtemps que les silences parlent souvent beaucoup plus fort que n'importe quelle phrase prononcée. Lucile prit sur elle pour continuer. « L'odeur de votre viande fumée est parvenue jusqu'à moi. Chaque fois que la brise souffle de l'Est, cet arôme voyage jusqu'à notre domaine. Cela sent, et je vous prie de m'excuser de le dire ainsi, infiniment meilleur que tout ce que nous avons réussi à produire. Ma sœur s'entête à dire que c'est totalement impossible, affirmant que vous ne possédez rien d'autre qu'un trou dans la terre. Mais de mon côté, il me fallait simplement le voir de mes propres yeux. » Mathilde opina du chef d'un mouvement lent et réfléchi. « Vous désirez inspecter mon tunnel de salaison ? Je vous en prie. »
Je n'en soufflerai mot à âme qui vive si vous préférez que cela reste secret. Je suis parfaitement consciente que nous nous sommes moqués de vous. Je sais que nous nous sommes conduites avec cruauté. Mais je suis sincèrement terrorisée à l'idée que ma famille puisse se retrouver à affronter la famine cet hiver simplement parce que nous sommes trop orgueilleux pour demander que l'on nous instruise. Un soudain basculement s'opéra au plus profond du cœur de Mathilde. C'était peut-être de la pure pitié, ou peut-être était-ce le souvenir obsédant de sa propre détresse. « Venez par ici », répondit-elle. « Je vais vous laisser jeter un coup d'œil. » Elle tira la trappe en bois qui scellait son fumoir souterrain. Un paresseux nuage de vapeur s'échappa dans l'air vif. Accrochés à des crochets métalliques, à l'intérieur de la cavité, se trouvaient des dizaines de lanières de viande à différentes étapes du processus de séchage. Une poignée d'entre elles étaient encore d'un rouge vif, venant tout juste d'être suspendues. D'autres avaient pris une teinte riche et foncée, paraissant parfaitement rigides, tout à fait prêtes à rejoindre le garde-manger. Le parfum qui s'en dégageait était carrément enivrant. Lucille porta une main tremblante pour couvrir sa bouche. « D'où Jésus ?» C'est d'une ingéniosité absolue. Comment diable avez-vous accompli un tel prodige ?» Mathilde lui décortiqua le système dans son intégralité. Elle détailla la tranchée allongée, conçue pour refroidir la fumée bien avant qu'elle n'effleure les morceaux de viande. Elle lui expliqua la légère pente qui incitait le courant d'air à circuler de lui-même. Elle insista sur la nécessité absolue de ne brûler qu'un minimum de brindilles et de maintenir les braises à feu doux. Elle partagea l'astuce consistant à employer des variétés de bois distinctes pour obtenir différents profils de saveur. Et par-dessus tout, elle souligna l'importance d'une patience inébranlable. Il est tout simplement impossible de précipiter le cycle de salaison. La vapeur a besoin d'énormément de temps pour opérer sa magie terrienne. Lucille assimila chaque mot prononcé, hochant la tête sans discontinuer. Au moment où Mathilde conclut ses explications, des larmes perlèrent dans les yeux de la plus jeune. « Vous possédez bien plus de sagesse que tous les hommes de cette vallée réunis, Madame Cartier. Et nous avons agi avec tant de malveillance. Je suis sincèrement désolée. » Mathilde tapota doucement l'avant-bras de la jeune fille. « Oublions les querelles du passé. La seule chose qui compte véritablement est de s'assurer que vos proches auront le ventre plein lorsque le gel s'installera. C'est la seule et unique priorité désormais. » Lucille s'en alla en emportant une épaisse tranche de venaison séchée, soigneusement enveloppée dans un tissu de coton propre. Mathilde ne sut jamais si la demoiselle avait bel et bien parlé de cette rencontre secrète à sa famille. Quoi qu'il en soit, environ 2 semaines plus tard, en longeant le domaine des 2 Courcelles, elle les aperçut en train de creuser un emplacement juste à côté de leur luxueux hangar en cèdre. Quelque chose qui ressemblait à s'y méprendre à une tranchée de forme allongée. Le mois de novembre déferla sur la région, charriant avec lui un froid glacial. Les premières gelées achevèrent les quelques fleurs sauvages qui s'accrochaient encore à la vie à travers les pâturages. Des hardes d'animaux sauvages migrèrent inexorablement vers les altitudes inférieures à la recherche de bancs d'herbes vertes encore épargnées. Mathilde avait déjà emmagasiné bien plus de 50 kilos de viande séchée à l'intérieur de sa minuscule bicoque de torchis. Elle avait emballé les vivres dans une épaisse toile de coton et les avait suspendus aux poutres de la charpente, les gardant ainsi en sécurité hors de portée des souris fouineuses. En combinant cette viande avec quelques sacs en toile de jute remplis de haricots blancs et d'orge qu'elle avait acquis avec ses ultimes centimes, elle pouvait aisément nourrir ses bambins jusqu'à la fonte des neiges printanières. Les habitants des domaines voisins étaient loin d'être aussi sereins. En dépit de leurs onéreux fumoirs et de leurs prétendues années d'expertise, bon nombre d'entre eux avaient laissé de la viande d'excellente qualité tourner de l'œil. Monsieur de Garrett perdit une bonne dizaine de kilos de bœuf lorsque l'une de ses cabanes en bois prit feu à cause d'un foyer brûlant à blanc. La famille Lemaire dut jeter un cochon entier qui venait d'être abattu après que des mouches à viande eurent pondu des œufs dans la chair avant que la fumée ne puisse la sceller totalement. Il s'agissait de bévues atrocement coûteuses, des erreurs que Mathilde n'avait tout simplement pas les moyens de commettre, raison pour laquelle elle les évitait avec tant de soin. La véritable emprise de l'hiver s'abattit au cours de la première semaine de décembre. Le froid ne s'installa pas de manière graduelle, il se referma brusquement avec la violence inouïe d'une lourde porte en fer. Le 6e jour de décembre, le thermomètre affichait un confortable 15 degrés Celsius. Dès le 7e jour de décembre, 30 cm de neige s'étaient déversés sur la vallée et la température s'était effondrée à moins 10 degrés. De la glace commença à se propager depuis les berges boueuses du Drac. Les familles du coin se démenèrent frénétiquement pour thésauriser les moindres provisions qu'elles parvenaient à grappiller. Du bois de chauffage avant toute autre chose. La saison des glaces dans les Hautes-Alpes n'égalait peut-être pas la brutalité absolue d'un blizzard sibérien, mais elle pouvait tuer un homme tout aussi net s'il s'y laissait surprendre sans préparation. Benoît Lemaire parvint à écouler la moindre hache, la dernière scie à main et la totalité des rouleaux de cordes qui garnissaient les étagères de sa boutique.
Le bois fendu devint soudainement infiniment plus précieux qu'une pièce de bœuf de premier choix. Guillaume de Garet, fort de son immense domaine et de sa bourse bien garnie, ne ressentait aucune véritable angoisse. L'homme possédait suffisamment de stères empilés pour entretenir un feu rugissant jour et nuit pendant 3 bons mois. Il était généreusement approvisionné en morceaux séchés, en tonneaux de bœuf salé, en haricots secs et en farine moulue. Ses valets de ferme avaient érigé de robustes étables neuves pour protéger les troupeaux de bovins. Il était tout à fait paré. C'est du moins ce qu'il présumait. Le véritable problème avec le gel de l'année 1886 ne résidait pas uniquement dans ce froid à glacer les os. C'était la durée impitoyable de l'événement. Le mois de décembre se révéla déjà bien assez redoutable, mais janvier s'apparenta carrément à l'apocalypse. Les chutes de neige refusaient tout bonnement de cesser, s'accumulant en de vertigineuses congères, atteignant plus de 2 mètres de haut. Le thermomètre plongea sous la barre du zéro, s'effondrant jusqu'à moins 25 degrés Celsius. Une bise implacable venue du nord hurlait sans relâche, un courant d'air mordant qui traquait la moindre fissure, la plus infime crevasse et le moindre défaut de construction dans les chalets des paysans. Blottie, bien à l'abri à l'intérieur de sa modeste demeure en torchis, Mathilde entretenait un foyer d'une grande sobriété. Elle ne brûlait strictement que ce qui était nécessaire pour rester en vie. Hugo avait appris à récolter des briques de bouse de vache séchées dans les pâturages gelés, une source de combustible très fiable sur laquelle les anciens bergers s'appuyaient depuis des générations. Ce matériau se consumait lentement en dégageant une chaleur ardente et ne coûtait pas un seul centime percé. Ses voisins fortunés levaient le nez sur cette pratique, la qualifiant de pure immondice. Mathilde considérait simplement cela comme de la sagesse pratique. Ils consommaient leur ration de viande séchée à une cadence mesurée, savourant véritablement la moindre bouchée. Ils en jetaient des morceaux dans une marmite de haricots, mitonnant ainsi de copieuses potées qui les nourrissaient pendant plusieurs jours. Le pain fraîchement sorti du four était devenu un luxe rare dont ils ne profitaient que les dimanches matins. Et pourtant, leurs ventres ne hurlèrent pas une seule fois famine. Jamais ils ne sentirent le froid glacial s'infiltrer au plus profond de leurs os. Cette modeste cabane de boue étriquée retenait en réalité la chaleur de manière bien plus efficace que les vastes manoirs en bois balayés par les courants d'air des riches propriétaires terriens. De plus, les vivres affinés que Mathilde avait traités dans sa tranchée de terre maintenaient leur corps robuste. Du côté du domaine des Garet, la situation dressait un tableau fort différent. Ses abris de fumage se retrouvaient totalement déserts à présent, toute sa viande se trouvant stockée dans les tonneaux de sa cave. Néanmoins, une faille majeure ne tarda pas à apparaître. Pas une seule âme n'avait anticipé que la période de gel s'étirerait sur une telle durée. Dès la mi-janvier, de Garet consommait ses stères de bois à une allure véritablement effrayante. Ses ouvriers agricoles se retrouvaient dehors à fendre du bois dans la poudreuse jusqu'à la taille, traînant de lourdes grumes jusqu'à la bâtisse principale. C'était un labeur éreintant qui mettait leur vie en péril. 2 de ses employés souffrirent de gelures si sévères aux doigts que le médecin local de Gap dut procéder à une amputation chirurgicale. À la demeure des 2 Courcelles, les choses étaient encore plus lugubres. Leur superbe fumoir en cèdre semblait très bien fonctionner dans un premier temps, mais les morceaux qu'ils avaient préparés ne se conservaient tout simplement pas de la façon escomptée. Une erreur de jugement cruciale avait ruiné l'ensemble de la production. Peut-être que le cycle de séchage n'avait pas été mené à son terme correctement. Il se peut aussi que trop d'humidité soit restée prisonnière à l'intérieur. À la fin du mois de janvier, de larges portions de leurs réserves de viande s'étaient recouvertes de moisissures duveteuses et durent être jetées aux chiens de chasse. Le père de ces demoiselles, ce riche financier de Lyon, n'avait pas la moindre expérience face à ces gelées alpines brutales. Il avait bêtement imaginé que sa liasse de billets de banque pourrait pallier n'importe quelle difficulté. Mais la monnaie trébuchante ne permet pas d'acheter des vivres qui ont cessé d'exister. Le clan Lemaire, adossé à l'épicerie du bourg, s'en tirait un peu mieux. Benoît avait survécu à bien assez de rudes hivers pour comprendre l'importance d'amasser des denrées. Pourtant, même le solidum du Nord commençait à avoir des sueurs froides. Des amas de neige vertigineux avaient entièrement obstrué la route carrossable menant à Gap. De nouvelles livraisons étaient totalement inenvisageables jusqu'à ce que les cols montagneux dégèlent et personne n'était en mesure de deviner quand cela pourrait se produire. Les rayons de son échoppe, d'ordinaire pleins à craquer, commençaient à paraître atrocement vides. Mathilde passait les heures de clarté calfeutrée à l'intérieur, enseignant la lecture et l'écriture à sa progéniture. Elle possédait très exactement 3 livres reliés, 2 ouvrages en dialecte patois et un unique volume en bon français, mais il les étudiait inlassablement. En fin d'après-midi, à chaque fois que le soleil parvenait à percer les nuages, Hugo s'emmitouflait et partait relever ses collets à lapin. Il ne ramenait pas toujours quelque chose, mais à chaque fois que la chance lui souriait, Mathilde jetait le lièvre frais directement au fond de sa cavité souterraine.
Le procédé fonctionnait sans le moindre accroc, même au cœur de l'hiver glacial. Elle déblayait un passage étroit à travers les congères pour atteindre sa trappe, allumait un minuscule feu à l'aide de brindilles cassantes qu'elle avait dissimulées à l'automne, et observait la vapeur s'écouler paisiblement à travers la galerie souterraine si bien isolée. En réalité, l'air cinglant de l'hiver jouait en sa faveur, préservant la chair parfaitement au frais pendant que la fumée opérait sa magie protectrice. Le mois de février s'abattit sur la vallée tel un loup affamé. Les tempêtes de neige refusaient obstinément de faiblir. Le thermomètre accroché à l'extérieur de l'échoppe de Lemaire chuta à des niveaux que le marchand n'avait jamais vus de sa vie entière. 34 degrés Celsius en dessous de zéro, puis moins 37 degrés. Les eaux du Drac gelèrent de part en part, se muant en une gigantesque voie de glace épaisse. Des prédateurs sauvages commencèrent à s'aventurer jusqu'au cœur même du village, rendu complètement fou par la faim tenaillante. Un grand lynx alpin massacra 3 des chèvres laitières du père Clément. Des meutes de loups montagnards se faisaient entendre hurler chaque nuit sans exception. Et c'est alors que le 14 février de l'an 1887, la grande tourmente frappa de plein fouet, un événement que les anciens de la région baptiseraient plus tard la Semaine du Diable. Un blizzard d'une fureur si monstrueuse balaya la contrée que des hommes, faits perdaient tout repère en essayant simplement de marcher du pas de leur porte jusqu'à leur propre étable. Les rafales d'une force inouïe hurlaient avec une puissance suffisante pour arracher les bardeaux de bois directement de la toiture des maisons. Le mercure toucha le fond à un effroyable moins 40 degrés Celsius. Guillaume de Garet se retrouva plongé dans un pétrin inextricable. Sa gigantesque réserve de bois de chauffage, qui paraissait pratiquement inépuisable au mois de décembre, s'amenuisait à une cadence à semer la panique. Ses valets jetèrent des bûches entières dans l'âtre dans le seul but de maintenir le grand salon au-dessus du point de congélation. Les étables à bétail étaient glaciales. 3 de ces chevaux de trait les plus précieux moururent de froid directement dans leur box. Les bovins qui errèrent dans les pâturages avaient totalement disparu sous la poudreuse, ayant péri exactement là où ils se trouvaient. Lors de la soirée atrocement sombre du 16 février, l'un des ouvriers de Garet frappa à coups de poing contre la porte de Mathilde. C'était un jeune journalier venu du sud nommé Étienne, une âme charitable qui avait toujours fait preuve de gentillesse à son égard dans le village. Il était intégralement couvert de neige et frissonnait de manière incontrôlable. « Madame Cartier » bégaya-t-il en claquant des dents. « Monsieur de Garet, le patron est terriblement malade, il est rongé par une fièvre pernicieuse. Nous n'avons pas avalé le moindre morceau de viande convenable depuis une quinzaine de jours. Nous survivons avec pour seule nourriture des croûtons rassis et des haricots secs. Il m'a dépêché ici, m'ordonnant de vous demander si par hasard, vous auriez des provisions en trop. Il jure sur sa vie qu'il vous paiera le prix que vous exigerez. » Mathilde n'hésita pas une seule fraction de seconde. Elle se retira dans sa chaumière bien chauffée et réapparut en tenant 5 énormes tranches de chevreuil séché. « Prenez ceci, lui intima-t-elle, et assurez-vous de bien faire savoir à monsieur de Garet que dès l'instant où il aura recouvré ses forces, il est cordialement invité à venir inspecter mon trou dans la gadoue, sans le moindre frais. » Étienne la dévisagea en retour, les yeux s'embuant de lourdes larmes. « Vous êtes une sainte véritable, madame, une sainte absolue. » Quelques jours plus tard, Benoît le maire apparut en compagnie de son fils, tous deux juchés sur leurs chevaux, luttant avec acharnement contre les bourrasques. « Madame Cartier, beugla le commerçant depuis la cour, nous avons désespérément besoin de votre aide. La boutique est intégralement dévalisée. Les villageois sont en train de mourir de faim. Je suis au courant que vous possédez des réserves. J'en perçois le fumet à chacune de mes chevauchées dans les environs. Je vous en supplie. » Mathilde s'avança sur le pas de sa porte, fermement emmitouflée dans son châle en laine tressée. « De combien d'estomacs parlons-nous, monsieur le maire ?» L'homme du Nord parut brusquement avoir vieilli de 20 ans depuis l'automne dernier. 10 foyers tout entiers, vraisemblablement autour de 40 âmes. Les bambins commencent à tomber malades. Par pitié, madame. Mathilde effectua les sombres calculs mentalement. Elle avait amassé suffisamment de viande séchée pour la maintenir en vie, elle et ses petits, pendant 2 bons mois supplémentaires, peut-être bien 3, s'ils rationnèrent les parts. Si elle cédait la moitié de son magot, elle se verrait contrainte de chasser à l'arrivée du printemps, exactement à la période où le gibier local serait le plus maigre. C'était un risque absolument colossal. Mais un fragment de la sagesse que son grand-père prêchait jadis lui revint subitement à l'esprit. Les réserves entassées uniquement pour ton propre compte ne sont rien d'autre qu'une bien lourde malédiction, ma petite Mathilde. La nourriture rompue et partagée avec ses voisins constitue une bénédiction qui finit inlassablement par te revenir, doublée en quantité. Allez quérir ces familles, monsieur le maire, mais comprenez bien que je ne peux me séparer que de la moitié de mon stock. »
Et en échange de cette pitance, j'attends de chaque homme valide qu'il me prête main forte pour forer de nouvelles tranchées de fumage avant l'arrivée de la prochaine saison des glaces, de manière à ce que plus jamais aucune âme de ce canton n'ait à affronter le spectre de la famine. Le maire acquiesça d'un mouvement de tête frénétique, me soulageait. « Vous avez ma parole, je le jure devant le Tout-Puissant, c'est un marché conclu. » Le soir même, 10 maisonnées distinctes à travers la vallée du Champsaur soupèrent d'une savoureuse viande affinée extraite directement des tunnels souterrains de Mathilde Cartier. Quelques personnes versèrent de véritables larmes en mastiquant, pas seulement à cause de la saveur intense, bien qu'elle fût prodigieuse, mais en raison de la lourde réalité que cela impliquait. Une veuve isolée, cette femme-là même qu'ils avaient impitoyablement repoussée, les arrachait désormais du gouffre de la mort. Le blizzard d'une atrocité sans nom finit par se dissiper le 22e jour de février. L'astre du jour perça un ciel d'un bleu invraisemblablement pur, renvoyant un éclat si aveuglant sur la poudreuse immaculée que cela occasionnait une douleur physique aux globes oculaires. La contrée tout entière s'apparentait à un vaste cimetière rongé par le gel. Des carcasses de bovins congelés jonchèrent les étendues, créant de sinistres bosses sombres enfouies sous les congères. Du bois de charpente avait été réduit en allumettes, de lourdes toitures s'étaient effondrées sous le poids de la neige. Mais les habitants, les êtres de chair et de sang de la vallée, avaient réussi à survivre à l'épreuve. Guillaume de Garette compta parmi les toutes premières personnes à rendre visite à Mathilde à l'instant même où il retrouva ses capacités. Il se présenta en pataugeant péniblement dans la neige à pied, dépouillé de son orgueilleux étalon noir. Ses traits paraissaient émaciés et livides, les orbites de ses yeux profondément creusés. Il se tint juste devant elle, gardant un silence de cathédrale pendant un long moment. Au bout d'une éternité, il prit enfin la parole. « Madame Cartier, je suis le roi des imbéciles. Un idiot dont l'arrogance n'a d'égal que l'entêtement. Vous m'avez sauvé la vie à vous toute seule. Vous avez épargné la vie de mes journaliers, et j'ai eu l'outrecuidance de vous railler. Je n'ai pas l'ombre d'une excuse pour mon attitude. » Mathilde se sentait lasse jusqu'à la moelle. Elle était beaucoup trop éreintée pour se complaire dans la moindre petite victoire triomphante. Monsieur de Garette, chacun d'entre nous agit avec sottise jusqu'à ce que cette existence brutale finisse par nous instruire. Vous avez retenu la leçon. C'est amplement suffisant pour moi. Le riche propriétaire secoua la tête. C'est très loin d'être suffisant. Je souhaite que l'on m'inculque vos procédés de salaison. Je vous requiers de m'enseigner la façon de creuser ces fameuses galeries souterraines. Par ailleurs, j'ai la ferme intention de vous dédommager pour chaque gramme de viande séchée que vous m'avez fait parvenir. La dépense n'a strictement aucune importance. Mathilde offrit un sourire doux et las. Je n'ai que faire de vos deniers, monsieur de Garette. Ce que j'exige, c'est la force de vos bras. Lorsque l'automne reviendra, nous allons éduquer la totalité de ce village sur l'art de subsister sans s'en remettre à des machineries coûteuses et vulnérables. Nous allons transmettre à ces braves gens la sagesse de nos ancêtres. C'est le seul paiement que je réclame. De Garette tendit sa main en avant. Il s'agit là d'un arrangement des plus équitables, madame. Le pacte le plus honnête qu'il m'ait été donné de conclure dans toute mon existence. Le dégel printanier de l'année 1887 survint avec un retard invraisemblable, mais il finit malgré tout par pointer son nez. Les lourds amas de neige fondirent à un rythme d'escargot, faisant gonfler les berges de la rivière jusqu'à ce que les flots grondent, telle une bête féroce. Les toutes premières fleurs des champs, chétives mais farouchement résistantes, se frayèrent un chemin à travers la boue épaisse. Des nuées d'oiseaux chanteurs migrèrent à nouveau vers la région, et la vallée du Champsaur commença finalement à panser ses plaies. Quelque chose de fondamental avait toutefois changé. Les gens de la région ne considéraient plus Mathilde Cartier comme cette veuve étrangère dérangée qui grattait la terre. Elle était désormais perçue de tous comme l'ange gardien du bourg. Des hommes faits inclinèrent leur couvre-chef avec un profond respect à chacun de ses passages. Les dames du village faisaient constamment un saut pour lui offrir des pâtisseries fraîchement sorties du four et des légumes de leur potager. Les garnements du voisinage couraient allègrement en compagnie de Hugo et des filles, sans accorder la moindre importance à l'état rapiécé de leur tenue. Durant la période automnale de 1887, juste avant que le gel imminent ne puisse s'installer, Mathilde tint sa promesse. Épaulée par les muscles de Guillaume de Garret, de Benoît le Maire et d'environ 2 douzaines de bras robustes de la région, elle dirigea une véritable formation sur la création de cavités de salaison enfouies. Absolument, tous les foyers creusèrent leur propre fosse personnelle en se pliant rigoureusement aux instructions pointilleuses de Mathilde, atteignant la profondeur requise, calibrant l'inclinaison de façon parfaite, compactant le bouchon d'argile de manière infaillible. Ils s'approprièrent pleinement ces mêmes stratagèmes que les tribus pastorales avaient sublimés au fil des siècles, ces techniques précises que les citadins bourgeois avaient autrefois balayées d'un revers de main comme étant des âneries arriérées.
L'hiver suivant, au moment où le froid glacial s'abattit de nouveau sur le village, pas un seul estomac ne cria famine. Des boyaux enfouis aux quatre coins de la vallée laissaient doucement échapper une douce fumée à travers les bancs de neige, chacun d'eux faisant office de manufacture de survie miniature et infaillible. La communauté entière prit conscience que l'innovation ne doit pas obligatoirement sortir d'une usine flambant neuve pour s'avérer extrêmement performante. De temps à autre, les coutumes les plus reculées s'imposent comme étant de loin les plus judicieuses. Mathilde Cartier vécut sur cette terre jusqu'à atteindre l'âge vénérable de 73 ans. Elle eut le temps de voir sa progéniture grandir, convoler en justes noces et élever ses propres bambins. Hugo finit par trouver sa vocation en devenant instituteur du village. La petite Léonie finit par épouser le fils de Benoît le maire, jetant ainsi un pont magnifique entre deux origines distinctes qui semblaient autrefois irrémédiablement opposées. Cette minuscule chaumière de torchis exigus fut par la suite agrandie pour devenir une vaste ferme digne de ce nom, mais Mathilde se refusa toujours à reboucher sa tranchée de fumage originelle. Elle la conserva tel un mausolée sacré, et à chaque automne, sans jamais y déroger, elle s'occupait de fumer une nouvelle fournée de venaison au fond de ce trou de terre. Ce parfum aromatique du bois de hêtre en train de se consumer s'enracina si profondément dans son domaine que les gens de la région surnommèrent affectueusement l'endroit la terre de la douce fumée. À l'heure de son décès survenu en l'an 1910, la quasi-totalité des Hautes-Alpes avait adopté une déclinaison locale de son ingénieux dispositif de terre. Les puissants barons du bétail façonnèrent des modèles d'une grande complexité, intégrant des conduits d'aération qui s'entrecroisaient. Les paysans plus démunis forèrent des déclinaisons rudimentaires en tirant parti des moindres résidus qu'ils réussissaient à glaner. Et pourtant, la moindre de ces architectures respectait rigoureusement la même mécanique de base. Domestiquer la glèbe, faire preuve de respect envers le brasier, conserver une patience à toute épreuve, surmonter l'hiver. Pendant la cérémonie de ses funérailles, Guillaume de Garet, devenu un vénérable vieillard de 75 printemps, se dressa pour s'adresser à l'assemblée en deuil. Il prononça une oraison funèbre que les habitants de la contrée gardèrent y gravée en mémoire jusqu'à leur propre lit de mort. Mathilde Cartier nous a prouvé à tous qu'avoir l'âme humble n'étant rien synonyme de faiblesse. Elle nous a enseigné que la clairvoyance véritable ne germe point dans des manuels coûteux ou au travers de machineries sophistiquées et rutilantes. Elle découle de la capacité à garder l'œil bien ouvert, à écouter avec attention et à faire preuve du cran nécessaire pour mener à bien des projets que le commun des mortels qualifie de folie furieuse. Cette dame a épargné mon existence. Elle a sorti de l'abîme tout notre canton. Et elle a accompli ce prodige dans son intégralité en ratissant un simple fossé dans la boue à l'aide de ses deux mains nues. Puisse le bon Dieu accorder à chacun d'entre nous ne serait-ce qu'une parcelle de son inébranlable courage. Les fosses de salaison en terre initiées par Mathilde, tout comme les centaines d'autres reproduisant ses plans, continuèrent à être massivement utilisées à travers le massif alpin jusque dans les années 1950, au moment précis où la réfrigération électrique moderne finit par les reléguer au rang de reliques du passé. Toutefois, encore de nos jours, à l'abri des regards dans des recoins isolés des Hautes-Alpes, perchés sur ces crêtes d'altitude, où les vieilles familles travaillent encore presque comme le faisaient leurs aïeux, si par hasard vous randonnez à travers les alpages pendant la période de froid automnal et que vous restez vigilant, il se pourrait bien que vous remarquiez de minuscules traînées de vapeur s'échappant en droite ligne des entrailles du sol. Il s'agit des ultimes fumoirs de terre survivants, fonctionnant encore avec vigueur, exécutant avec brio la besogne exacte qu'ils accomplissent depuis des lustres. Et dans l'éventualité où vous vous approcheriez assez pour respirer cette délicieuse vapeur de hêtre ou de bouleau en combustion, vous pourriez fermer fort les paupières et vous figurer presque instantanément l'image d'une veuve de 32 ans, ruinée et cruellement ridiculisée par ses semblables, s'acharnant à donner des coups de pelle rouillée sous les rayons brûlants du soleil de juillet. Vous pourrez pratiquement intercepter le murmure ténu de son aïeul, se confiant avec douceur au creux de son oreille. « La terre est ta meilleure alliée, ma petite Mathilde. Elle te protégera sans faille, pourvu que tu la considères avec respect. » Les chroniques d'antan, telles que l'épopée de Mathilde Cartier, font office de rappel foudroyant qu'une attitude modeste conjuguée à un esprit observateur vaut des milliers de fois plus que de l'or massif. Elles nous remettent en mémoire que les êtres qui ont foulé ce monde avant nous n'étaient indéniablement pas des idiots. Ils avaient déjà déchiffré l'énigme des défis qui continuent de nous tourmenter de nos jours. Et pourtant, ils ont réussi à terrasser ces fléaux sans liasse de billets ni technologies exubérantes, s'en remettant corps et âme à leur intelligence acérée et à un labeur physique exténuant.
Si ce récit de justice rustique suprême a résonné au plus profond de votre être, glissez donc dans la section des commentaires afin de nous faire savoir quelles leçons ancestrales laissées pour compte mériteraient que nous les sortions de l'oubli. De surcroît, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quiconque aurait impérativement besoin de se rappeler qu'il existe un chemin alternatif, une voie infiniment plus modeste mais ô combien plus sage, un périple qui ne réclame en aucun cas des montagnes d'argent pour aboutir, exigeant tout au plus une paire de bras volontaires et un cœur d'une vaillance à toute épreuve.